Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu plus sensible. Je vais parler en fait du suicide des adolescents. Et donc évidemment je rattache ça à mon histoire personnelle puisque si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que quand j'étais adolescente, donc j'avais une amie depuis 10 ans, donc une amitié de plus de 10 ans je veux dire. On s'était connus, j'avais 5-6 ans et donc on s'était connus via nos parents. En fait, on était partis en vacances avec les parents de cette fille-là. À l'époque, c'était des trains couchettes, donc dans les trains couchettes, on faisait régulièrement connaissance avec d'autres personnes. Du coup, on a passé donc ce séjour avec ces personnes-là, donc une semaine en Espagne. Et puis quand on est revenu, on a fait connaissance, donc ces personnes-là étant belges, nous aussi, bah forcément c'était lié à un peu plus d'amitié, puisque quand on vient du même pays, qu'on est dans un autre pays, vous le savez tout comme moi, on a tendance à se rapprocher des personnes qui sont plus ou moins semblables à nous et qui parlent la même langue. Ça nous rassure en fait je pense en vacances, et puis c'est toujours gai de faire connaissance avec d'autres personnes. Donc ce que nous avions fait. Et alors à ce moment-là, donc ces personnes-là nous avaient confié qu'elles avaient deux filles, une de l'âge de ma sœur, puisque j'ai une sœur plus vieille que moi, et une de mon âge. Et donc du coup, on a organisé des entrevues plusieurs fois, et on s'est invités les uns chez les autres, et donc a commencé comme ça une grande amitié entre moi et la fille cadette, puisque j'étais la plus jeune également, qui avait 1 an de plus que moi. Et donc ça a donné vraiment lieu à une grande amitié. Donc à l'école j'avais pas énormément de contact avec les autres, enfin pas très proche en tout cas, mais avec cette fille là c'était différent, je me sentais acceptée, comprise, elle se moquait jamais, on était vraiment sur le même pied d'égalité, et donc j'ai beaucoup aimé cette complicité naissante qui commençait et qui a duré 10 ans. Alors pendant ces 10 ans, évidemment, on est passé de l'enfance à l'adolescence, on a grandi ensemble, on a eu des coups durs ensemble aussi, on a connu nos premiers amours, nos premiers émois sentimentaux en même temps, et donc du coup, ça nous a davantage rapprochés. Alors il arrivait aussi que elle, donc de son côté, dans sa ville, allait dans un magasin, moi pareil, et on ramenait parfois les mêmes choses, on se rendait compte qu'on avait plus ou moins les mêmes goûts. Et donc quand elle arrêtait de jouer au Barbie, poney, etc., moi je me suis dit ah il est temps pour moi aussi, donc j'ai suivi un peu sa voie, et pour moi elle m'apparaissait comme étant un guide, comme étant quelqu'un de lucide, d'intelligent, d'intéressant. Elle rêvait d'être danseuse, donc c'était quelqu'un de très artistique, moi j'avais un côté comme ça aussi, donc on s'entendait vraiment très très bien. Et malheureusement, on a eu très peu de contacts, enfin on s'écrivait des lettres puisqu'on n'avait pas encore les ordinateurs, etc. Enfin si, c'était le début, mais internet on n'avait pas, donc on s'écrivait beaucoup et on se téléphonait beaucoup, mais on se voyait pas si souvent que ça, c'était plutôt pendant les vacances, etc. Et à l'adolescence, c'était parfois pas évident justement pour convaincre nos parents de part et d'autre pour qu'on se voit, c'était pas évident. On ne prenait pas encore vraiment le train tout seul et tout ça, on faisait pas tellement. Donc on se voyait vraiment très peu en dehors de quand nos parents avaient décidé qu'on se voit. Ça n'empêche que c'était une amitié qui était très très importante pour moi. Elle m'a insérée aussi dans des groupes parce qu'elle avait beaucoup plus de facilité que moi, donc elle m'a appris beaucoup de choses et elle m'admirait et je l'admirais, donc c'était réciproque, vraiment une amitié réciproque. Je la considérais comme étant ma meilleure amie, puisque c'est une amitié qui durait depuis longtemps. Un jour, évidemment, je ne savais pas évidemment, enfin je voyais bien qu'elle était un petit peu moins bien les dernières fois que je l'ai vue, etc. Moi-même j'étais en prise avec la manipulation à l'école, enfin le harcèlement scolaire, etc. J'étais en plein dedans. Donc j'avais pas énormément de ressources non pour aider les autres je pense, et j'ai un jour appris un dimanche soir, donc évidemment je me souviendrai toute ma vie de ce soir là et de la manière dont on me l'a annoncé. Son cousin a trouvé par hasard mon numéro de téléphone dans un de ses carnets et m'a téléphoné en disant qu'elle s'était suicidée. Donc ça a été vraiment un coup de tonnerre dans mon ciel serein, si je puis m'expliquer comme ça, parce que mon ciel n'était pas du tout serein à cette époque-là, mais enfin, c'était encore pire évidemment.
Et je voulais parler justement du suicide, de ses conséquences, de ce qu'on ressent, de comment on vit ça, parce que je pense que c'est encore un tabou dans notre société malheureusement. Ça reste un tabou alors que c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent, surtout chez les adolescents, puisque c'est une période critique de la vie, il faut bien le dire. Et donc moi, elle allait avoir 18 ans et j'allais en avoir 17 quand ça s'est produit. Donc la première réaction qu'on peut avoir, c'est non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé, je vais me réveiller, c'est un cauchemar, ça ne s'est pas vraiment passé, j'ai rêvé ça et je vais me réveiller. On a vraiment l'impression d'avoir fait un cauchemar et que c'est pas possible que ça existe, que ça soit ça. En fait, on imagine qu'il puisse y avoir des choses qui se passent dans la vie des autres, de négatifs, etc. Mais dans notre vie, on ne peut pas imaginer des choses comme ça. Donc la première chose, c'est vraiment ce qu'on appelle le déni, c'est de ne pas y croire, c'est de se dire non, on va me dire que c'était une blague, que c'était pas possible, etc. Et en même temps, on reste comme ça hébété, on ne sait pas trop quoi penser, on est dans une sorte de brouillard, et tout se mélange. Les pensées, moi je me souviens que mes pensées se mélangeaient, je n'arrivais pas à raisonner, je me disais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, j'avais l'impression d'être dans un monde qui n'est pas le mien, d'être en dehors de mon corps, je ne sais pas expliquer, d'être ailleurs, quoi. Donc ça c'est vraiment la première chose que moi en tout cas j'ai ressentie. Heureusement j'ai libéré très vite mes émotions puisque donc j'ai pleuré assez vite, etc. Donc ça c'était une bonne chose pour moi je pense. Mais il y a quelque chose de particulier en fait que ça soit un suicide. Alors il y a déjà beaucoup de culpabilité puisque comme j'étais sa meilleure amie, j'étais censée quand même pouvoir l'aider en toute logique, surtout quand on est adolescent, on sait tous bien qu'adolescent on fait attention aux autres plus qu'à notre famille, etc. Parce que les pères, comme on appelle ça, enfin les personnes qui sont de notre âge comptent plus, nos copains, nos copines, etc. comptent peut-être plus, et leur manière de penser, etc. compte beaucoup plus que notre famille. Et du coup, on a du mal à se dire qu'on n'a pas perdu quelque chose d'important. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose d'important, il n'y a rien à faire. Et il y a une culpabilité énorme qui reste là, qui est pourquoi j'ai rien fait, pourquoi je l'ai pas aidé, pourquoi j'ai pas fait plus, est-ce que mon amour ne suffit pas? Et alors il y a un sentiment d'inutilité, de se sentir impuissant de cette manière-là, de se dire mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait, et une sorte de honte aussi. Une sorte de honte parce que on a l'impression qu'on aurait pu essayer quelque chose au moins et essayer davantage. Euh, et en même temps, on sent que si on aime vraiment cette personne, c'est un choix qu'elle a fait et qu'il faut respecter ce choix. Donc il y a des sentiments comme ça qui sont contradictoires en permanence. Et il y a tout le temps cette question du mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Je veux comprendre pourquoi. Et cette question est vraiment lancinante. Euh, elle revient sans cesse, elle vous taraude la nuit, le jour, sans cesse elle revient. Parce que vous avez besoin de mettre un sens là-dessus. Et c'est vraiment primordial et je pense qu'au départ, on survit à ça. On ne vit pas. On survit vraiment, on se dit je dois tenir le coup. Et c'est au point que tous les matins, vous devez trouver une raison de continuer, et sans elle. Et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous devez, pour revivre vraiment de façon constructive, et ça, généralement, vous vous rendez compte après un certain temps, moi je pense que c'est au moins 6 mois après, un an après, facile, que je me suis dit, il faut que je m'accorde le droit de vivre et de vivre heureuse, sans elle. Et cette idée me paraissait complètement absurde. Je pouvais pas continuer sans elle. Je me disais, c'est pas possible. Je suis tellement lâche si je parviens à sourire alors qu'elle est plus là. Je parviens à sourire alors elle n'a pas pu continuer de sourire. Qu'elle n'a pas pu continuer le chemin. Pourquoi moi je continuerais? Il y a une sorte de trahison que vous ressentez à ce niveau-là. Vous avez l'impression vraiment que vous trahissez la personne si vous vous remettez à vivre et à vivre bien. Et puis après tout ça évolue parce qu'à un moment donné je me suis dit mais ce qu'elle voulait pour moi c'est certainement pas que je reste coincée dans quelque chose de négatif, que je reste mal. Et donc c'est comme ça que j'ai accepté, parce qu'il faut accepter à un moment donné de vivre sans. Et évidemment il y a un manque qui est permanent, un manque qui revient tout le temps, c'est-à-dire au début vous pensez à ça et juste à ça. Le reste n'a vraiment plus aucune importance, il peut vous arriver n'importe quoi. Et comme j'expliquais dans une autre vidéo, quelque part en se tuant, elle m'a sauvée parce que j'étais dans une situation qui était vraiment difficile. Et si je
continuais à faire attention à ce que les autres pensaient de moi, qui était assez négatif puisque j'étais en plein harcèlement scolaire, je pense que je m'y serais perdue davantage. J'aurais été encore moins bien que ce que j'ai été. Et quelque part, le fait que je me centre sur sa mort et uniquement sur elle, parce que pour moi, il n'y avait plus qu'elle qui avait de l'importance, et je n'ai plus accordé d'importance à ce que les autres pensaient de moi, et comme ils pensaient beaucoup de choses négatives, ben quelque part, ça m'a fait du bien. Et c'est bizarre à dire, parce que on ne peut pas dire que le suicide de votre meilleur ami vous fasse du bien, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais il y a des sentiments de cet ordre-là, des sentiments qui socialement ne sont pas acceptés, que vous n'osez pas avouer, des sentiments que vous ressentez pourtant, qui sont réellement là, et qui font partie de votre chemin, et vous savez qu'ils vous sont nécessaires, et c'est nécessaire aussi de survivre d'une façon ou d'une autre, et vous devez trouver tout le temps une raison à cette survie. Toutes les heures, une raison à cette survie. Il pourrait se passer un petit machin pour que vous vous dites non, je continue pas de vivre, je vais m'en aller aussi. Et ça, c'est vraiment particulier de cette période de survie où en fait on est extrêmement fragile à ce que les autres vont nous dire, à ce qui va se passer autour de nous. Et en même temps, on est focalisé que sur une chose qui est le deuil en fait. Et je ne savais pas ce que c'était que faire un deuil. Je ne savais pas tellement ce que c'était que d'être complètement dépressive, parce que je suis vraiment tombée en dépression aussi. Mais malgré tout, je suis parvenue à me raccrocher un petit peu à certains espoirs, parce que c'est vraiment les espoirs qui font que. Et je me suis promis que j'allais vivre, non plus vivre tout simplement, mais vivre pour elle. C'est-à-dire que je me suis dit qu'elle devait parachever son chemin à travers moi aussi. Donc je ne devais plus vivre pour une seule personne, donc c'est-à-dire moi, éventuellement, parce que mon ego n'était pas très développé, donc j'étais plutôt quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle, et voilà, enfin qui... Voilà, donc j'avais du mal à vivre pour moi, et le fait que je me dise, il faut que je vive pour elle, en fait, j'ai eu un moment un regain de vie à cause de ça. Parce que justement je vivais pour elle, parce que je me disais non, il faut pas que je laisse ça comme ça peut pas se terminer de cette façon là, sa mort ne peut pas avoir servi à rien, elle va servir à quelque chose à travers moi. Et c'est ça qui m'a fait avancer. Maintenant, le suicide est quelque chose de particulier, parce que tout le temps, on se pose des questions sur ce qu'on aurait dû faire. On se fait des films en permanence, et si j'avais fait ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Et puis un jour j'ai compris que de toute façon, quoi que je fasse, ça se serait passé quand même, parce qu'en fait j'ai appris qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide avant, donc qui m'était complètement inconnue, et en plus qu'elle a été hospitalisée à 2 pas de chez nous. Donc là effectivement on a été un petit peu déçus qu'on nous ait caché ça, mais dans sa famille le suicide était déjà quelque chose d'assez caché, puisqu'il y avait déjà eu un oncle qui s'était suicidé. Enfin bon, c'était une histoire familiale assez particulière. Et donc ils ont caché l'envie qu'elle avait de mourir. Et donc forcément, je pense qu'elle aurait pu recevoir plus d'aide s'ils n'avaient pas caché ça, et en même temps je comprends très bien pourquoi ils l'ont caché. Pourquoi pour eux c'était une honte en fait qu'elle ait envie de mourir, c'était une honte pour les parents, pour l'entourage, parce qu'ils se considèrent comme des pas si bons parents que ça finalement. Si vous avez votre enfant qui veut mourir, c'est difficile de considérer ensuite que vous êtes apte à être de bons parents, et que vous êtes, moi en tant qu'amie, je me trouvais inapte. Je trouvais que j'étais... bon, déjà j'avais un manque de confiance en moi qui était absolu, où je n'arrivais pas à me dire que ça servait à quelque chose, ni l'amour, et finalement l'amitié non plus, pour moi ne servait plus à rien. Parce que je trouvais que j'étais inapte à ce niveau-là. Que toutes les personnes qui me fréquentaient, enfin c'est ce qu'on me disait en fait, puisque j'étais harcelée à l'école, on me disait en permanence, mais toute personne qui te fréquente n'a que des problèmes, tu n'es qu'un tas d'emmerdes en gros. Et je commençais à croire cette idée comme étant vraie, puisque ma meilleure amie, même elle, je n'avais pas pu l'aider. Et c'est ça qui... Enfin, le harcèlement scolaire, ça devient tragique à partir du moment où la personne, la victime en fait, qui ne se croit pas du tout victime d'ailleurs, commence à croire ce qu'on dit d'elle. Et commence à l'intégrer comme étant vrai. Et donc, j'ai dû faire un parcours qui était particulier. J'ai dû me poser évidemment davantage de questions sur la mort. Je m'en posais déjà beaucoup quand j'étais petite.
Et puis à un moment donné, j'avais conclu que forcément il n'y avait plus rien après la mort, puisque forcément il ne se passait plus rien, puisque forcément on ne voyait plus les personnes, etc. Donc ça, petite, j'avais conclu ça. J'étais persuadée, j'étais devenue cartésienne, j'étais devenue scientifique. J'étais devenue, parce que j'étais pas comme ça nécessairement petite, j'étais un peu plus quand même dans des mondes imaginaires, etc. petite. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, on m'a parlé de Jésus, on m'a parlé de si, parce que je suis originaire d'école catholique, donc on m'a parlé de Jésus à ce moment-là, on avait des cours de religion, etc. Et au début, quand j'étais petite, j'accrochais plutôt bien à ces cours-là parce que ça m'intéressait, ça me donnait un sens, donc j'écoutais d'une oreille, je me disais ah tiens, il y a des gens qui ont des solutions à des questionnements qui sont d'ordre existentiel en fait, que je me posais étant très petite. Et je me suis dit à un moment donné, non, on nous a raconté des histoires, comme Saint-Nicolas, comme le Père Noël, ça n'existe pas. Parce que moi j'ai passé des journées, enfin plutôt des nuits, à regarder dehors pour voir s'il n'y avait pas une cloche qui passait pour mettre les œufs dans le jardin, parce que je comprenais pas comment après les œufs étaient arrivés dans le jardin. Donc je regardais la nuit durant, je me dis c'est pas possible, elle a dû passer de l'autre côté de la maison. Zut alors, elle n'est pas passée de mon côté, puisque moi je dormais bien sur le devant de la maison. Et donc je me disais, elle a dû dormir, elle a dû passer derrière. Et donc forcément à un moment donné on se dit, mais non, tout ça n'existe pas, on a cru parce qu'on était enfant, on nous a dit des trucs qui étaient faux, et donc forcément on englobe là-dedans aussi les éventuelles croyances religieuses, malheureusement. Je dis malheureusement parce que bon, c'est pas du tout à mettre sur le même terrain, mais quand on est enfant, on englobe ça. Et du coup, j'étais devenue une cartésienne, une scientifique, une matheuse. Voilà, j'adorais tout ce qui était physique, mathématiques. Donc j'étais vraiment devenue carrée, assez carrée, dans le sens, moi, tu veux que je croie? Eh bien tu me montres. C'était la seule solution pour que je croie en quelque chose et que j'imagine quelque chose d'autre. Donc quand mon ami s'est suicidé, évidemment, je n'ai pas imaginé quoi que ce soit d'autre que c'est une fin, elle n'existe plus, il n'y a plus rien de notre amitié. Voilà comment je l'ai vécu. Et c'était tragique justement de croire de cette manière-là qu'il n'y avait plus rien, que mon amour n'avait pas été suffisant. Ça, c'était ce qui me faisait le plus mal, de me dire que j'étais pas capable d'aider, que je n'étais pas capable d'être quelqu'un, tout simplement. Et d'ailleurs, j'allais très mal, hein, à cette période-là, j'allais vraiment très mal. Et puis un jour, j'ai compris que non, c'était pas ça. J'ai compris, comment dire, alors pour moi, il y a eu quelque chose qui a été déterminant, c'est on y croit, on n'y croit pas, mais voilà, j'ai vu mon ami dans un miroir. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et il y a eu, enfin, c'était une période assez bizarre pour moi, puisque j'étais vraiment pas bien, j'étais encore dans l'école, j'avais pas encore changé d'école, et, euh, et j'ai commencé à faire des recherches sur une éventuelle apparition, puisque je me dis, qu'est-ce que j'ai vu là? Je l'ai bien vu, j'ai eu le temps de regarder, et je n'arrivais pas à oublier cet épisode, j'ai essayé de l'enterrer, j'arrivais pas, et tout faisait que je devais absolument étudier ce phénomène. Je me disais, c'est pas possible. Si ça existe, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. C'est impossible. Donc j'ai commencé à fouiller les bibliothèques, à fouiller. Et un jour, je me suis dit, ok, il est possible qu'il se passe quelque chose de l'autre côté, que la mort ne soit pas une fin en soi. Et à ce moment-là, les choses se sont débloquées parce que je me suis dit, si je l'ai vue, c'est qu'elle est venue me voir. Et qu'au final, notre amour, notre amitié n'a pas servi à rien. Parce que c'était précisément ce que j'étais en train de me dire à ce moment-là. Et, euh, et voilà, ça a vraiment fait ça a changé complètement ma vie, ma vision des choses, le sens de la vie, de la mort, de tout en fait, hein, de l'amitié, de l'amour. En fait, je me suis reconstruite aussi sur base de ça. Donc j'ai eu une chance immense qu'elle me fasse un signe et que je finisse, mais ça a pris longtemps, hein, à ce que j'intègre ça dans ma vie. Parce qu'au début, je me disais non, c'est pas possible, là je deviens folle, c'est pas normal. Et en même temps, il n'y avait que ça qui disait que j'étais folle, puisque tout le reste finalement allait plutôt bien, puisque j'ai commencé à changer d'école, j'ai commencé à avoir d'autres personnes, à redevenir un petit peu plus moi, à reprendre un temps soit peu confiance en moi, en mes capacités, à réussir très bien à l'école alors que j'avais jamais eu des points très terribles. Enfin bon, voilà. Donc je me suis sortie de tous ces problèmes-là en me disant attends, il faut quand même que je sache ce qui s'est passé là, qu'est-ce que c'est que ça, enfin, et voilà, et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui le cachent bien sûr parce que c'est socialement inacceptable de dire mais voilà, il y a quelque chose après la mort, moi j'en suis persuadée. C'est quelque chose qui
est difficile à expliquer parce que je pense que vraiment il faut le voir pour le croire. Et moi j'étais vraiment dans cette situation-là, trop cartésienne, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse expliquer ça sans se faire passer pour quelqu'un d'intéressant. Pour moi, les gens, parce que j'avais déjà entendu quelques trucs sur des esprits éventuels et tout ça, j'étais pas du tout fan d'ailleurs de ce type d'histoire, ça me faisait plutôt peur, j'avais pas envie d'entendre parler de ça. Et malgré le fait que je me suis déjà questionnée pas mal sur la mort, etc., ce qu'on devient après, où on va, enfin bon voilà, tout ça c'était des questions que je me suis posées petite, et puis j'ai comme réponse, mais non, il n'y a rien. Et là, les choses étaient différentes. J'étais obligée de me dire, il s'est passé un truc. Soit c'est moi qui suis folle, ou soit il s'est passé quelque chose. Il y a eu un truc. Et plutôt que de le cacher, de l'enterrer et tout ça, je devais l'intégrer à ma vie parce que ça revenait sans cesse. Quand j'essayais de faire comme si ça n'avait pas existé, tout me ramenait vers ça. Et donc, au fur et à mesure, évidemment, j'ai été dans les bibliothèques, j'ai pioché en dessous ces bouquins, je me suis dit, ah mais ça c'est la même chose que moi, j'ai ressenti la même chose, j'ai vécu la même chose, tout est vraiment la même chose. Et je me suis dit, non, c'est pas possible que toutes des personnes comme ça inventent ça juste pour se rendre intéressant, parce qu'au début c'est ce que je croyais moi. Qu'on parlait de ça juste pour se rendre intéressant. Évidemment, ça a un impact, donc le deuil reste là, parce que vous avez toujours le manque de la personne, que vous croyez ou pas à quelque chose après, vous avez le manque de la personne, vous avez ces questions, mais pourquoi elle a fait ça? Est-ce que ça n'aurait pas pu se passer autrement? C'est des questions qui reviennent sans cesse. La culpabilité est toujours là aussi. Et il faut longtemps avant de faire son deuil, plus ou moins 2 ans vraiment. Disons qu'après 1 an, j'étais déjà nettement mieux. Mais à certains moments, je retombais comme ça et j'avais l'impression de ne rien avoir fait de tout ce chemin de deuil, justement. Et ça, c'est assez typique du deuil. On a l'impression qu'on avance, mais par boucle. Donc, moi, j'ai toujours dit après à mes patients, on avance ainsi. Donc, on revient, on avance. Et au moment où on revient, on a l'impression que le chemin n'a pas été fait. Et c'est difficile à accepter, mais si on tient le coup, vraiment, c'est une récompense exceptionnelle de dépasser un deuil, parce qu'évidemment la manière de vivre après et avant n'a plus rien à voir. Et ce que je n'imaginais pas, c'est qu'évidemment ma vie allait être tellement meilleure après qu'avant, avant elle. Je n'imaginais pas déjà pouvoir vivre sans elle, parce qu'elle me manquait terriblement. Chaque fois que j'avais envie de me confier et que j'avais personne, mais forcément elle me manquait. Comme elle était une des seules à me comprendre, mais forcément elle me manquait terriblement. Elle me manquait terriblement parce qu'on se ressemblait terriblement et parce que je n'imaginais pas que on ne puisse pas un jour célébrer notre mariage, tout simplement, que j'irai jamais à son mariage, qu'elle n'aurait jamais d'enfant, que elle ne soit jamais en couple non plus vraiment. Enfin, elle avait un copain à ce moment-là, mais enfin bon, enfin c'était pas pareil. Je n'imaginais pas qu'on ne grandisse pas ensemble, que l'avenir, il n'y avait plus elle en fait. Et puis cette absence-là, cette relation-là s'est transformée. Donc en fait la relation s'est pas éteinte comme j'aurais cru au début, elle s'est transformée. C'est-à-dire que je l'ai intériorisée, je me suis dit ok je dois vivre pour elle aussi, donc quelque part elle est en moi, quelque part je dois avancer avec quelque chose en moi qui a changé. Elle m'a donné quelque chose d'immense et je dois en faire quelque chose, sa mort ne va pas avoir servi à rien. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai avancé, je me suis dit ok, moi je veux donc je voulais faire la psycho et de prime abord c'était vraiment pour travailler sur les deuils. De prime abord j'aurais voulu même aller dans des services pour fréquenter la mort en fait. J'étais vraiment je me disais ok j'ai réussi à dépasser quelque chose qui me semblait être extraordinaire et ne plus avoir peur de mourir me semblait incroyable puisque c'était mon cas. Tout d'un coup je me disais mais c'est génial, on est sur Terre, on peut faire plein de trucs, on peut décider plein de choses, on peut vivre plein de choses, on peut rencontrer plein de monde. J'ai vraiment eu une période comme ça complètement idyllique. Donc juste après le deuil, une fois que ce deuil-là a été fait, j'ai vraiment eu une période idyllique où je me suis dit je vais rencontrer des gens géniaux, je vais faire des choses impeccables, tout. Et évidemment, je suis un peu retombée sur Terre, on va dire, parce que j'étais vraiment en train de planer complètement, en train de me dire mais c'est génial, il y a un sens à cette vie. Bon, déjà c'était merveilleux et c'est quelque chose que je n'ai pas perdu. Mais en même temps, je voyais les autres comme étant tous parfaits, tous beaux. Je trouvais tout le monde beau en fait. Tout le monde, pas physiquement, mais
la manière que les autres avaient d'être, je trouvais ça merveilleux parce que je me disais mais non, on ne peut être méchant que par égarement et les choses vont forcément être mieux, j'ai dépassé ça donc forcément l'avenir va être magnifique. Et évidemment j'ai un peu déchanté parce que je me suis mis en couple avec un garçon qui n'a pas été très très correct à cette époque-là, enfin correct si on peut dire. En fait, il m'a laissé tomber comme ça. Et donc là, j'ai déchanté, je suis retombée un petit peu de tout ça. Et je me suis dit, mince, alors moi qui imaginais un avenir radieux, qui me disait qu'il pouvait plus rien m'arriver, et ben si. Et ben si, je peux à nouveau recommencer à souffrir, recommencer à être dans des sentiments de colère, etc. Parce que j'étais un peu en colère contre ce garçon qui m'avait pas expliqué rien du tout. S'il m'avait juste dit c'est à cause de ça ou à cause de ça, ça aurait suffi, mais j'avais besoin d'une réponse à ce pourquoi, justement, qui revenait. Et donc voilà, comment j'ai vécu en tout cas ce processus de deuil. Donc le suicide, c'est vraiment quelque chose de particulier parce qu'il y a cette culpabilité, parce qu'il y a beaucoup de questions du pourquoi, que vous n'avez pas quand quelqu'un meurt d'une maladie ou meurt d'autre chose, même si un deuil, c'est douloureux de toute façon. Mais je pense que moi, j'ai eu vraiment cette douleur de me dire qu'en plus, je n'étais pas suffisamment bien pour qu'elle reste en fait. Voilà. Sur ce, estimez-vous vous-même, ayez confiance en vous, développez vos qualités, voyez ce que vous avez au fond de vous qui est bon, qui est bien. Ne vous laissez pas avoir justement par ces sentiments négatifs qu'éventuellement vous ne seriez pas assez bien. C'est très important dans la vie d'avoir un minimum d'estime sur soi et de soi. Parce que même si notre société n'est pas d'accord avec le fait que nous soyons un peu égocentriques, je pense qu'il y a un bon égocentrisme, c'est-à-dire l'estime de soi. Il faut l'avoir pour avancer, vraiment développez-la, même si vous devez vous enterrer quelque part et creuser en vous, et puis ne vous montrer ensuite qu'après 1 ou 2 semaines, peu importe, mais cherchez en vous ce que vous avez de beau et ce sur quoi vous pouvez travailler, développer votre bien-être. Parce que vraiment, c'est très important pour être heureux que d'avoir un minimum, une estime de soi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est particulière. Je sais que je ne demande pas à tout le monde de croire, bien au contraire. Je ne demande rien du tout. J'explique juste comment moi je l'ai vécu. Peut-être que ça aidera quelqu'un qui vit ça de cette façon-là. Je pense pas du tout qu'une personne qui puisse éventuellement vivre ce qu'on appelle une apparition, ce qui est en fait socialement pas accepté, on est bien d'accord, puisse être fou. C'est pas du tout de la folie. Ça dépend, donc, si c'est quelque chose qui est très structurant pour soi, je pense que ça n'est pas être fou, ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont inexplicables, tout ce qui concerne la mort, l'existence sur cette terre. On n'aura jamais les réponses à tout. Et donc il faut rester vigilant par rapport à tout ce qu'on peut vivre à ce niveau-là. Vigilant dans un sens et dans l'autre. Pas super être cartésien non plus, parce que honnêtement je ne le suis plus. Donc ça a bifurqué, puisque j'ai bifurqué vers la psycho. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans mes études, elles étaient trop carrées. J'allais vers quelque chose qui était trop carré. Parce que j'allais plutôt vers les mathématiques, vers éventuellement l'informatique, qui était quand même plutôt du traitement de texte et des trucs très... En fait, j'étais tellement carrée qu'il a fallu que je réintroduise l'humain, le sentimental, justement. Et ça, j'ai pu le faire avec la psychologie. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Sinon, ne la partagez pas, ça pose aucun problème. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. En tout cas, nous nous retrouverons bientôt pour d'autres sujets. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'avoir d'autres réponses. Il y a peut-être des choses que je répondrai plutôt en privé, je verrai bien. Parce que c'est un sujet qui est quand même très particulier, celui de la mort, celui du suicide, et en plus celui d'apparition éventuelle, donc de surnaturel, autrement dit. Enfin voilà, je sais que ça ne va pas être bien perçu de tout le monde, et c'est normal, c'est complètement normal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et surtout, estimez-vous. Bye.